Bonsoir à un peu plus de 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Ce soir, nous allons donner droit à la société, à ceux qui pensent que ce n'est pas le bulletin de vote du premier ou du second tour qui suffit à déterminer notre avenir, qui pensent que nous en sommes maîtres, que nous sommes responsables de notre liberté, qu'il faut savoir résister pour créer et que créer, c'est aussi résister. Ce sont ces appels citoyens et le premier d'entre eux qui a une longue histoire, c'est l'appel dit des jours heureux. Les jours heureux, c'est rappelé dans ce livre aux éditions La Découverte, c'était le titre pour cacher son origine, pour qu'il circule clandestinement, qui était donné à la brochure qui faisait circuler le programme du Conseil national de la résistance. Et puis après, ce fut en 2004 un appel, notamment de résistants. Hélas, ils ne sont plus là et certains d'entre eux ont accompagné Mediapart à ses débuts. Il y avait Lucie Aubrac et Raymond Aubrac, il y avait Daniel Cordier, il y avait Georges Guingouin, Stéphane Hessel, Krigel Valrimont, Maurice Lise-Londot, Georges Segui, Germaine Tillon, Jean-Pierre Vernant, Maurice Voutet et Henri Bartoli, Philippe de Chartres aussi. Et ces résistants ont repris cet appel en hommage et cela a fait son chemin jusqu'à un appel que vous pouvez trouver en ligne, un site qui est justement l'appel des jours heureux, qui bouscule, interpelle la campagne. Nous allons en parler avec trois de celles et ceux qui le représentent, avec Fanny Charras, qui est, et vous allez nous l'expliquer, à l'origine en grande part de tout cela, avec Patrick Vivray, qui incarnait, car il y a des alliances de générations, il devait y avoir aussi Claude Alfandéry, qui hélas n'a pas pu être là ce soir, et puis avec Solène Boisiot, vous avez rejoint et vous participez à tout ce que font les jours heureux. Alors, Fanny Charras, j'ai montré ce livre-là, mais surtout, c'est celui-là qu'il faut montrer. Il est sorti l'été dernier, en novembre 2016. Oui, c'est ça. Oui, je me disais l'été dernier parce que comme on y a participé, et les échanges sur la partie sur la presse, mais en fait, il est sorti en effet cet automne et nous vivrons des jours heureux. Et je cite juste pour que vous ayez la tonalité. Aujourd'hui, nous écrivons, c'est vous qui écrivez avec d'autres auteurs, nous écrivons pour dénoncer cette oligarchie qui, mettant le peuple sous tutelle, détruit nos biens communs et est contraire à notre idéal démocratique. Nous écrivons contre la déliquescence de la démocratie, contre la confiscation du pouvoir politique par des castes liées à l'oligarchie économique. Vous le connaissez par cœur. Dites-nous un peu toute cette histoire, votre itinéraire, ce que vous avez rassemblé et pourquoi vous avez fait ça. Alors, les jours heureux, donc, bien sûr, c'est les jours heureux des résistants à l'origine, comme vous venez de le rappeler. Et l'idée de créer cette association qui a pour le nom éponyme en fait, du film de Gilles Perret, qui est également un film qui porte donc, sur les jours heureux, est née, elle est née un peu avant, mais elle est née dans la Drôme en décembre 2015 avec un petit groupe de jeunes et de moins jeunes, vraiment intergénérationnels. Avec l'idée, on s'est dit, en fait, c'est bientôt les élections, mais on n'a pas envie que notre pouvoir d'agir se réduise à un vote. Donc pourquoi est-ce qu'on ne se réunirait pas pour discuter d'un programme? Quel est notre programme idéal pour demain et pour aujourd'hui en fait? Et petit à petit, en discutant, on s'est dit mais en fait, ça serait bien qu'au lieu de déléguer aux politiques le fait de créer un programme et de ne pas s'y tenir à la fin, en fait, ce soit nous, en tant que citoyens, qui réunissions des gens qu'on pense compétents dans des domaines spécifiques, en fait, des experts au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils ont une compétence pratique, qu'on les réunisse et qu'on leur demande de coécrire des propositions de loi sur les thématiques qui nous intéressent. Donc, en fait, de largement balayer un peu le spectre de tous les enjeux politiques contemporains. Et ce programme-là pourrait être les jours heureux d'aujourd'hui. Donc, en fait, c'était faire nôtre cet appel des résistants de 2004 sur le plateau des Glières, se dire, en fait, on est jeunes, on est moins jeunes, on est tous là pour résister et créer un programme, se l'approprier et faire en sorte que d'autres citoyens fassent comme nous, c'est-à-dire se posent les questions non pas en termes de pour qui, quelle tête je vais voter, mais en termes vraiment de propositions de loi. Qu'est-ce qui m'intéresse moi en fait? Et peut-être que toutes les lois ne me préoccupent pas autant, mais dans ma pratique d'enseignant, en fait,
quel genre de loi j'aimerais avoir dans ma pratique de journaliste. C'est pour ça qu'on a recouru à vous, ainsi qu'à d'autres journalistes pour écrire des propositions de loi sur la presse. Qu'est-ce qu'on aimerait? Parce que nous, en tant qu'acteurs, dans ce domaine-là, on sait les enjeux pratiques réels. Et donc, comment vous avez procédé? Parce qu'une chose est d'avoir cette idée en 2015. Bon, puis après, comment on fait? Alors, c'était assez utopique. Et on s'est dit, en même temps, après avoir visionné le film, alors Martin Rieussec-Fournier, qui n'est pas là aujourd'hui, qui vit vraiment du côté des Pyrénées, lui, oui, c'est ça. Voilà, qui se balade, qui en même temps en travaille, ouais, voilà, parce que tout ça est bénévole. Hein, voilà. Ah, c'est exactement des bénévoles, on dit tous des bénévoles. Il appelle toujours en disant Mathieu des Jours Heureux. Voilà, donc c'est direct. Oui, mais en fait, il y a un petit groupe qui, lui, il avait créé Génération Cobaye, en fait, l'appel de la jeunesse s'appelait Génération Cobaye, déjà bien 8-9 ans avant, et on s'était rencontrés très brièvement dans cette association. C'était quoi, Génération Cobaye? En fait, Génération Cobaye, alors lui, il raconterait mieux que moi parce que je ne suis pas à l'initiative du projet. C'est né, enfin, des gens dans son entourage et des proches qui sont morts très jeunes de cancer. Et donc, c'était surtout un appel de la jeunesse tourné, faire prendre conscience aux jeunes qu'on est cobaye dans le sens où on n'est pas au courant de ce qu'on mange, que sans doute que les cancers qui prolifèrent chez les jeunes aujourd'hui sont liés à des enjeux écologiques majeurs. Et en fait, le pas qu'il a fait que Génération Cobaye, donc à ce but-là aujourd'hui, c'est plus de 40 000 jeunes, il me semble, qui agissent de façon à faire prendre conscience aux autres jeunes des enjeux qu'il y a écologiques pour la santé et pour la nature plus largement. Et en fait, il a fait ce pas un petit peu à côté, mais en entraînant avec une partie des gens de Génération Cobaye. Et moi, je connaissais un peu l'association, mais j'en ai pas été membre. De se dire, mais en fait, les enjeux écologiques sont liés à des enjeux économiques et politiques. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est de faire le lien, pas avoir seulement un parti des Verts qui on ne sait pas trop où il est, mais se dire que tout le monde aujourd'hui doit prendre, même la droite ou à gauche, se dire qu'il y a des enjeux écologiques aujourd'hui fondamentaux. On est en crise climatique et en fait, penser autrement l'environnement, c'est penser autrement l'économie. C'est se dire que l'économie a des limites, en fait, que la terre est la limite, notre maison commune limite l'économie. Alors, je repose ma question. Comment vous avez procédé? Vous êtes voilà, donc Mathieu, à partir de là, on avait pas mal de liens. Déjà dans le milieu associatif, ensuite avec des personnes qui ont fréquenté en tant qu'experts, entre guillemets, en ayant une pratique comme Patrick Vivray, comme Jean Gadret, etc. En fait, par un réseau, petit à petit, on a contacté les personnes qu'on pensait les plus à même d'écrire des propositions de loi. De vous accompagner. Voilà. Et alors l'idée, du coup, pour faire en sorte que 100 personnes, parce qu'il y a eu 100 auteurs au final, écrivent un petit livre de 150 pages et s'accordent dessus, en sachant que dans les 100 auteurs, il y avait un spectre politique assez large, en fait, qui va de Corinne Lepage à François Ruffin, en passant par vous, par Jean Gadret, par Marie-Monique Robin, par Thierry Salomon. Enfin, c'est assez large, ça a plein de thématiques importantes aujourd'hui. Donc l'idée, c'était que chaque petit groupe d'auteurs, entre 2 à 5 auteurs, travaille sur une proposition de loi ayant un format, en fait, 3 parties. D'abord, le constat, ensuite, le cap à prendre, et ensuite, les actions immédiates. Et ça, c'était vraiment inspiré l'action immédiate du programme des Jours Heureux tel qu'il était conçu par les résistants. Et donc, à partir de là, les auteurs se sont entendus pour écrire sur leurs propositions, et ils n'ont pas signé la proposition d'à côté, simplement la leur, et ce préambule qu'en fait j'ai écrit et qui a été amendé derrière par les auteurs, et qui est un préambule assez général qui fait en sorte que toutes les personnes présentes dans le livre s'accordent dessus. Alors, on va faire le tour sur maintenant comment vous agissez dans la campagne présidentielle, mais il y a une question qui est évidente et qui, y compris, a été posée tout de suite dans les commentaires de Mediapart. C'est un journal participatif. Ceux qui disent, mais enfin quand même, d'accord, c'est bien, on va refaire du blablabla, des appels, tout ça est sympathique, mais quand même, il y a des échéances politiques. Donc, évidemment, dans ces cas-là, sur Mediapart, c'est notamment ceux qui soutiennent la France insoumise qui disent ça, qui disent, mais pourquoi, en vous écoutant, pourquoi ne vous êtes pas dit, écoutez, on va faire la campagne d'un des mouvements, d'un des candidats, on va porter ce que nous disons autour d'une des candidatures. Pourquoi avez-vous fait ce choix-là
Et ce n'est pas à moi tellement qu'il faut l'expliquer, c'est plutôt à ceux qui, y compris, nous écoutent et qui se disent, voilà, il ne faut plus barguigner, il faut voter. En l'occurrence, ceux-là disent plutôt voter Mélenchon, en l'occurrence actuellement. C'est une très bonne question. C'est une question qu'on s'est posée tout de suite dès qu'on a réfléchi à qu'est-ce que serait ce mouvement. Et d'ailleurs, il y avait Michèle Rivasi, par exemple, à partir du moment où elle s'est présentée comme candidate des Verts. À la primaire des Verts. Voilà, on s'est dit, mais en fait, si elle écrit une mesure qu'elle était censée écrire, une proposition, on va penser qu'on la soutient en tant que candidate, alors que ce n'est pas ce qu'on veut. En fait, c'est impulser un mouvement citoyen réellement. Et donc, ce mouvement citoyen, ce n'est pas soutenir un candidat, c'est amener les citoyens à réfléchir en termes de propositions de loi. Donc, en fait, le livre a été petit à petit mis en ligne et donc est accessible à tous les citoyens en ligne pour pouvoir débattre. Et notre idée, c'était de dire, mais prenez on a un pouvoir d'agir en tant que citoyen, on peut réfléchir autrement et ce n'est pas simplement déléguer. Alors après, c'était vraiment ça l'idée. Et on s'est toujours entendu là-dessus, on a gardé cela en tête tout au long de notre travail, en fait, de reliance dont vous parleront Solène et Patrick. Alors, Patrick Vivray, ici à Mediapart, on vous suit depuis longtemps et puis vous avez maintenu une fidélité, je dirais, aux engagements autogestionnaires. Ne pas oublier que vous étiez l'un de ceux qui avaient théorisé ça dans les années 70. Comment vous vous retrouvez et quelle est votre contribution de citoyen et d'intellectuel dans cette histoire des Jours heureux ? Alors, il y a eu deux formes de contribution. L'une qui correspond à ce que vient d'évoquer Fanny, qui est que, avec Marie-Monique Robin et Jean Gadret, sur la partie nouvelle approche de la richesse, des indicateurs, on nous a demandé de faire une proposition spécifique. Et donc, comme moi, j'ai travaillé sur cette question, j'avais fait le rapport Reconsidérer la richesse, il y avait une contribution d'expertise, pour reprendre l'expression de Fanny, qui correspondait à cette situation. Et puis il y avait un autre élément qui est qu'avec beaucoup d'autres, on a organisé au cours des dernières années une reliance entre plusieurs mouvements citoyens dont le point commun était de dire il y a un enjeu de réappropriation citoyenne du politique. C'est la fameuse phrase de Clémenceau, la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser aux militaires. C'est vrai aussi pour la finance aux financiers, mais c'est vrai également de la politique aux classes politiques. Contre la politique professionnelle. Exactement. Celle dont on voit, y compris dans la campagne actuelle, la contestation. Exactement. Et là, c'était le collectif Roosevelt, c'était le Pacte civique, c'était le laboratoire de l'économie sociale et solidaire, c'était le manifeste convivialiste, enfin énormément de mouvements, et on avait construit tout un travail de reliance entre ces différents mouvements. Et donc, quand il y a eu l'initiative des Jours heureux, on a trouvé qu'il y avait là une cristallisation qui était en train de s'opérer, notamment parce que ça venait au départ de jeunes générations et que la rencontre entre les initiatives qui s'étaient organisées au sein de ce qu'on a appelé Pouvoir citoyen en marche, qui ensuite a rencontré Utopia, dont parlera aussi Solène, permettait complètement de venir rentrer en synergie avec l'initiative des Jours heureux. Donc on n'est pas loin de l'esprit autogestionnaire, c'est-à-dire c'est effectivement l'idée que le problème, c'est un changement de posture dans le rapport au pouvoir. Ce n'est pas simplement créer des contre-pouvoirs, ça c'est une évidence, mais c'est aussi de dire tant que le pouvoir est un pouvoir de conquête, de domination, un pouvoir rare, on reste dans un univers qui est l'univers de la démocratie de compétition, dont on voit qu'elle finit par conduire à ce que Pierre Asner appelle des démocratures. Et donc changer le rapport au pouvoir, dire le pouvoir c'est un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération, et ça suppose un tout autre type de ministère au sens de service du côté des élus, ça suppose d'autres formes d'intervention citoyenne. Ben voilà. Et donc là, il y avait une synergie évidente avec le mouvement des Jours heureux. Et après avoir contribué au pacte des Jours heureux, quand on a eu l'occasion de se réunir, y compris avec d'autres mouvements qui vont venir après dans l'échange. Oui, on réunit tout le monde ce soir. Parce que tout ça est de plus en plus interconnecté. C'est là aussi qu'on s'est dit, on va faire
un pas supplémentaire ensemble, qui n'était pas simplement les mesures proposées par le Pacte des Jours Heureux, mais comment l'ensemble des mouvements rassemblés disent, ben voilà, nous, il y a 25 mesures qui nous paraissent prioritaires et sur lesquelles on va choisir d'interpeller les candidats. Mais quel est votre sentiment, vous qui avez donc la longue durée de regard, entre ce décalage qui, pour nous, journalistes, c'est comme si on devait traiter deux mondes. Il y a un monde que j'appelle parfois la course des petits chevaux, voilà, et puis il y a un autre monde qui est la société. On a l'impression que ça bouillonne, mais en même temps, ça bouillonne. C'est pas en lien, ils piquent peut-être des idées, mais c'est des appareils, c'est des machines partisanes avec toutes leurs limites. Quelle est votre analyse, au fond, sur ce qui est en crise sous nos yeux, au-delà d'immenses crises de civilisation que l'on voit bien et qui est au cœur de tout votre appel, la crise du politique français aujourd'hui? Oui, disons, dans la crise du politique français, il y a les mêmes éléments qu'on retrouve dans d'autres formes de la démocratie, de compétition et de délégation, parce que ce n'est pas simplement le problème de la représentation, c'est vraiment la délégation, c'est-à-dire on donne des chèques en blanc une fois tous les X années et il n'y a pas de vraie participation dans ce rapport, et puis la logique purement compétitive et rivale, mais qui, dans le cas français, est aggravée par le fait que la maladie du présidentialisme aggrave encore les éléments, d'autant que, comme l'avait dit Edmond Maire dans les années 70, en France, ce n'est pas simplement une monarchie présidentielle, elle est aussi nucléaire. Et comme par exemple la première des propositions que nous faisons, elle est sur le terrain d'une nouvelle constituante, mais on ne peut pas avancer aussi sur ce terrain-là si on ne s'occupe pas aussi, pas simplement du nucléaire civil, mais du nucléaire militaire. C'était la 25e de nos propositions. Et là, on est dans un problème qui est quasiment du même ordre que la transition énergétique, c'est-à-dire passer d'un pouvoir qui est un pouvoir de conquête, de domination, de lutte, etc., et qui, un peu à l'image du nucléaire, produit régulièrement des accidents gravissime et énormément de déchets, à un pouvoir qui est une énergie renouvelable, pouvoir de création démultiplié par la coopération, c'est comme construire une transition énergétique. C'est-à-dire, on voit bien la perspective, on voit bien qu'on en est loin dans la situation actuelle, il faut construire un chemin. Dans la construction de ce chemin, c'est l'émergence de ce que nous avons appelé la société civique. Ce n'est pas simplement le dialogue société civile, société politique, c'est l'alliance entre la partie de la société civile qui dit « Ok, nous acceptons pleinement la question politique dans sa globalité, on n'est pas simplement sur des terrains sectoriels, nous acceptons de traiter la question des causes et pas simplement des effets, et nous rentrons en alliance avec la partie de la société politique qui est prête à bouger dans son rapport au pouvoir, la partie de la société médiatique qui réinvente le journalisme face à la dictature de la communication, etc., etc. Et la co-construction de cette société civique, elle se joue y compris à l'échelle mondiale. C'est ce qui s'est passé au moment de la COP21 avec une initiative qu'on a appelée le Serment de Paris et qui là posait carrément la question d'un processus constituant à l'échelle mondiale. Et la première phrase du Serment de Paris, c'était « Citoyennes et citoyens du peuple de la Terre », parce qu'on évoquait avant le peuple guyanais, etc. Il y a une pluralité de peuples, mais il y a un peuple, une humanité, de la Terre. Voilà. Et ce peuple de la Terre fonde la possibilité de penser la citoyenneté mondiale, non pas comme une perspective idéale, mais comme un objectif stratégique. Et ce peuple de la Terre et cette citoyenneté mondiale a besoin de construire un processus constituant qui suppose justement un autre rapport au pouvoir, puisqu'il n'y a pas d'État mondial. Donc, ce n'est pas aller prendre le pouvoir, c'est effectivement construire un autre type de pouvoir. C'est ça l'enjeu de la société civique. Un peu la même question qu'a Fanny Charras. Les échéances électorales approchent. Dites, notre premier point, c'est des 25 mesures, c'est une nouvelle constitution avec un processus de type conférence de citoyens soumise à référendum. Bon, à un moment, on peut être critique du présidentialisme, mais il y a un levier, faut y aller. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent écoutez, d'accord, mais le plus efficace, rejoignez la campagne qui peut faire passer la 6e République?
Alors, deux choses. D'abord, on a dit... Et qui vous dites un peu, vous êtes en salon, là, voilà, vous faites du... Je dis ça parce que c'était dans les commentaires du débat, et autant répondre, hein, c'est ça, un journal participe. D'abord, si on croit justement à la nécessité, pas simplement d'une nouvelle constitution, mais d'une nouvelle forme démocratique, il faut la commencer dès maintenant. Et y compris la meilleure façon de préparer un processus constitutionnel pour demain, c'est que le processus pré-constituant, pourrait-on dire, nous l'entamons dès maintenant. C'est pour ça qu'on a fait aussi une alliance avec Nuit debout, avec les ateliers constituants, etc. Ça a donc un premier avantage, c'est qu'on n'attend pas. Et par exemple, ce processus, on peut l'entamer, même si, comme hélas, on peut le prévoir, aucun des candidats qui portent la proposition de 6e République ne se retrouve élu. Mais ça permet aussi de proposer des dynamiques qui permettent d'essayer de sortir par le haut des divisions actuelles, en gros, entre les courants de gauche, les écologistes, etc. Parce que si on prenait au sérieux le processus constituant, on pouvait aussi imaginer d'abord de faire conformément à l'esprit d'une nouvelle démocratie qu'on ne commence pas par les individus, leurs égos et leurs batailles, mais on commence par le fond. On repère les accords sur le fond. Les divergences, on les traite par des méthodes qu'on utilise beaucoup dans les mouvements de citoyens de type construction des désaccords. Et à ce moment-là, on considère que la différence, la divergence peut être une richesse. Construction des désaccords, pour que tout le monde comprenne, ça se passe comment ? C'est un processus où on part de l'hypothèse que ce qui est toxique, ce n'est pas le désaccord, c'est le malentendu, avec les deux dégâts collatéraux du malentendu, que sont le soupçon et le procès d'intention. Donc le désaccord, on le construit, on utilise l'image, il faut sortir la pépite du désaccord de la gangue des malentendus. Quand on fait ça, on monte en qualité d'écoute, donc en qualité relationnelle, mais aussi évidemment en qualité cognitive, en qualité de connaissance. Ensuite, on a la phase de construction de désaccord proprement dit, qui consiste à dire « oui, nous sommes bien d'accord que c'est sur ces points que nous sommes en débat ». Et puis ensuite, on a la troisième partie de traitement du désaccord, mais où l'objectif n'est pas de trouver un compromis, encore moins un consensus. C'est de monter en qualité. Alors, il y a des tas de fois où, de fait, on arrive à un dépassement dynamique du désaccord, il n'y a pas de raison de s'en priver. Mais il y a aussi des tas de situations où le désaccord est maintenu, mais il permet d'avancer, parce que la qualité de ce désaccord s'est tellement libérée des malentendus qu'à ce moment-là, on peut avancer. Et sur des sujets tels que l'Europe, tels que le revenu universel, etc., ce serait typiquement des sujets où une vraie construction de désaccord, avec une vraie éthique du débat, permettrait pas simplement entre Hamon, Jadot, Mélenchon, etc., mais aussi avec toutes les forces qui sont derrière, d'avancer considérablement. Et si on ajoutait à ça une division des rôles et de dire, après tout, on a besoin de faire deux choses. On a besoin du processus présidentiel gouvernemental classique, mais on a besoin de quelque chose de plus ambitieux, qui est d'engager ce processus constituant. À ce moment-là, divisons les rôles. On a par exemple un Jean-Luc Mélenchon et une Charlotte Marchandise qu'il ne faut pas oublier. Qu'on a reçu ici, on est les seuls à l'avoir reçu, qui est la première point or. Et la première point or, qui est aussi très engagée sur ce processus constituant. Il pourrait être moteur sur ce processus-là. Mélenchon, Jadot et Hamon pourraient être moteurs sur le processus présidentiel gouvernemental, ou l'inverse, mais en tout cas avec un accord clair pour dire ceux qui sont élus prennent l'engagement de déclencher ce processus. Donc ça aurait aussi permis de sortir par le haut de la situation actuelle. J'ajoute un dernier élément, c'est qu'on est dans des situations de profonde ambivalence, c'est-à-dire même quand il y a des mouvements, comme par exemple les Insoumis, puisque vous en parlez, qui ont des objectifs d'émancipation, la forme même que prend ce mouvement est au minimum paradoxale. La posture de Jean-Luc Mélenchon est à cet égard une posture typiquement présidentielle. Vous voulez parler des meetings où il parle pendant 2 heures mais pas simplement les meetings. C'est-à-dire, c'est d'abord Jean-Luc Mélenchon
qui est dans une posture, disons, charismatique. C'est-à-dire que la capacité à monter en qualité démocratique, j'ajouterais en qualité émotionnelle, c'est-à-dire à sortir des rapports infantilisants par rapport à des leaders, mais à co-construire des rapports d'adulte à adulte, ça c'est un enjeu majeur. Et donc l'une des façons d'aider aussi ce processus, c'est de dire chiche. C'est-à-dire quand Jean-Luc Mélenchon dit par exemple « je veux être le dernier président de la Ve République », etc., on l'aide en quelque sorte à accomplir le fait que ce n'est pas une simple proclamation, c'est un changement de rapport au pouvoir. Il est dit dans son dernière interview au Journal du Dimanche que d'abord, il exercera pleinement les pouvoirs de la Ve République, pendant que la constituante s'installerait. Je me souviens de l'époque où... un billet de blog, on discute sur Mediapart ce point. François Mitterrand avait utilisé une expression « prendre le pouvoir pour mieux vous le rendre ». Et quelques années après, on était amené à dire, au fond, il y a quand même 50% du programme qui a été réalisé. C'est un peu la même question. Bon, on va continuer, alors parce que justement, Patrick Vivray l'abordait avec vous, Solène Boiseau, qui est donc venu du mouvement Utopia. Vous allez nous expliquer, parce que, y compris, ça permettra de parler d'un autre appel que vous avez soutenu, initié avec Edgar Morin, changer de voix, changer de vie. Edgar Morin, lui aussi, devait être là ce soir, mais il ne peut pas. Et donc, vous allez nous raconter ceci, ce que je viens de dire, mais aussi ce que vous avez fait tous ensemble le 30 mars dernier. C'était d'ailleurs raconté dans le club de Mediapart. Vous avez convié les candidats pour cette pédagogie de la reliance et de gérer le désaccord. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, effectivement, ça a commencé il y a quelques mois, en fait, avec toute cette dynamique de reliance qui s'était lancée donc par Pouvoir Citoyen En Marche, l'appel, le livre des jours heureux, tout ça bouillonnait. Et on s'est retrouvés autour de l'appel d'Edgar Morin qui est sorti, donc Changeons de voix. C'est vous qui l'avez sollicité pour qu'il l'écrive? Il l'a écrit, il l'a d'ailleurs partagé avec Patrick Vivray, avec Nicolas Hulot. Donc il a été coécrit aussi, il a été présenté au Dialogue en Humanité. Alors on va le voir, je précise juste parce que c'est un appel qui, là, on est bien au-delà de la petite politique au jour le jour. Hein. Nous sommes innombrables mais dispersés, à supporter de plus en plus difficilement l'hégémonie du profit, de l'argent, du calcul qui ignore nos vrais besoins, ainsi que nos légitimes aspirations à une vie à la fois autonome et communautaire. Nous sommes innombrables mais séparés et compartimentés à souhaiter que la Trinité, liberté, etc. Donc c'est un appel vraiment à prendre de la hauteur et on invite à le signer et à l'approuver en ligne. Pardon. Oui. Non, pas de souci. Changeons de voix.org. Non, mais il est effectivement. On s'est retrouvés autour de cet appel qui a été présenté au Dialogue en Humanité, lancé à l'Université d'été d'Utopia. Mais Edgar Morin voulait évidemment que cet appel puisse être emparé par les citoyens et les mouvements de la société civile, civique. Et donc on s'est retrouvés et on s'est retrouvés face à ce constat. On est dispersés, innombrables mais dispersés. On a créé beaucoup d'oasis de solidarité qui parfois ne communiquent pas. Et pourtant, on a envie que les gens prennent conscience qu'on est une communauté de destin face à la mondialisation, la conscience de cette communauté de destin qu'on partage et qu'on puisse faire face ensemble aux défis qu'on a aujourd'hui, face au changement climatique, face à aux régressions démocratiques, sociales. Et donc, on s'est dit comment faire ensemble, quel pas on fait ensemble pour travailler, pour aller vers des jours heureux, donc, suite à l'appel. Et donc, on a décidé d'inviter toutes les organisations qui le souhaitaient à venir, à se réunir pendant 2 jours pour travailler sur les 25 mesures phares qu'on a ensuite publiées et qui a servi la base d'interpellation des candidats. Donc, ces 25 mesures phares... Vous avez mentionné, juste pour que tout le monde comprenne, oui. Utopia, parce que tout le monde, forcément... L'utopie, le lieu de nulle part, Thomas More, ça lui a coûté la vie, mais ça reste un symbole. Hein, c'est une histoire concrète. C'est comment on invente justement ce qui n'existe pas, mais qui est lié à notre réalité, à nos humanités. Mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement Utopia ? Alors, le mouvement Utopia, c'est une association d'éducation populaire. C'est une coopérative citoyenne qui défend un projet de société du buen vivir, du bien vivre. Et donc... Allusion au débat latino-américain, où il y a eu des ministres du buen vivir. Exactement. Voilà.
Et donc, on est plusieurs mouvements à se réapproprier ce concept-là en Europe, donc, y compris avec Dialogue en Humanité. Enfin, voilà. C'est des concepts qu'on partage et qu'on se réapproprie ici. Et donc, on défend ce projet de société. Et donc, on avait aussi des mesures utopiennes pour 2017. Et en fait, tous ces mouvements-là ont mis au pot commun des mesures. On est arrivé avec 150, 200 mesures qu'on a travaillées à 50 organisations. Donc, il y avait Attac, Bloom, le collectif Roosevelt, Nuit debout, Pas sans nom. Il y avait beaucoup d'organisations que vous retrouvez sur le site des Jours Heureux qui ont ensuite signé tout ou partie de ces 25 mesures. Mais c'était intéressant parce que pendant 2 jours, on a travaillé sur 150 propositions. Pour arriver à 25. Pour arriver à 25, qu'on a amendé. On a travaillé sur des désaccords féconds. On a travaillé sur des accords aussi où il y a des choses qui étaient assez consensuelles, mais d'autres où il a fallu faire des compromis. Et donc on est sorti de là mi-février avec ces 25 mesures phares. Quelque chose de très co-construit et ensuite une interpellation des candidats à la présidentielle et ensuite aux législatives. Ça, c'est la deuxième partie qui arrive avec la base de ces 25 mesures. Alors, comment ça s'est passé le 30 mars? Parce qu'au début, j'ai suivi, Mathieu des Jours Heureux m'appelait, il y avait l'idée de faire venir les candidats, il y avait même, je crois, vous avez essayé l'idée que le fameux débat et la fameuse rencontre entre, fameuse pour nous, parce qu'on l'a jugé légitime, en transparence politique, en discussion démocratique, entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, et finalement... Et donc, on a fait une journée d'audition des candidats, mais des représentants des Aucun candidats n'est venu. Et Ils des sont pas candidates. Exactement. On a eu des gens plutôt proches des représentants. Donc, on a commencé la matinée avec Alexis Corbière, qui représentait Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, avec Yannick Jadot, qui représentait Benoît Hamon. Et avec Corinne Lepage, qui représentait Emmanuel Macron donc pour la matinée. Et l'après-midi, on a eu des représentants de Jean Lassalle, Nathalie Arthaud et de Asselineau. L'après-midi. Donc la seule candidate qui est vraiment venue, c'est Nathalie Arthaud ou c'était un représentant? C'était un représentant aussi. Bon, il se déplace plus sur les plateaux de télévision que dans les réunions de citoyens. Dans les auditions citoyennes. Dans les auditions citoyennes. Alors, quel est le bilan? Alors, par contre, si je peux ajouter un mot, on avait eu quelques semaines auparavant, quand Yannick Jadot était encore candidat, et là, Benoît Hamon était venu. Et ça avait été un moment assez clé, au moins dans cette première tentative de rencontre. Excuse-moi, Solène. Non, mais pas de souci. Et alors, du coup de le souligner. Donc, en fait, on avait bien sûr envoyé à ces candidats les 25 mesures. Et on a donc certains candidats et certaines... Il y a Charlotte Magendis qui nous avait déjà assuré de signer les 25. Les 25. Mais malheureusement, elle n'est pas candidate. Candidate. On a donc Jean-Luc Mélenchon qui a signé les 25 mesures. Y compris le désarmement nucléaire. C'est ça, l'ensemble des 25 mesures. En tout cas, la formulation de la mesure, c'est au moins que la France participe à la grande année organisée par les Nations Unies pour un grand débat. À l'Organisation des Nations Unies aux travaux de rédaction du traité d'interdiction des armements nucléaires. Parce qu'il n'est pas d'accord en fait sur le désarmement unilatéral. Et, du coup, comme on n'a pas précisé unilatéral, dans ce cas-là, il l'a co-signé. Donc Jean-Luc Mélenchon, d'accord avec les 25 mesures. Voilà, c'est ça. Benoît Hamon, d'accord avec quasiment... Il y en a 3 auxquels il n'a pas vraiment répondu parce qu'il a fait un document où il ne répondait pas oui ou non, ou je ne souhaite pas répondre, mais il a carrément écrit tout un document où il a fallu retrouver les endroits où en fait il y avait ses réponses. Et du coup, il y a 3 questions qui sont un peu passées à la trappe, entre guillemets. Je crois que c'est celle sur la recherche. On peut retrouver ça d'ailleurs sur votre site. Sur le site internet, vous le signalez. La deuxième aussi, très importante, sur le fonds d'interpellation, la création d'un fonds pour la démocratie d'initiative citoyenne. Donc c'est la deuxième. Qui est très liée à une demande du collectif Pas sans nous, qui avait fait une conférence de consensus là-dessus, qui n'avait pas du tout été écoutée par l'actuel
pouvoir, hein, c'est ça. Voilà, sur le financement de la vie, pour sortir, je précise, c'est pour sortir du clientélisme des élus dans la vie locale et qu'il y ait les moyens de financer une vie locale qui échappe au clientélisme, parfois corrupteur. Voilà. Il y a quelques affaires qui l'ont montré à Marseille ou autour de l'Île-de-France. C'est ça. Et donc ça serait en prenant 5% du montant de l'argent public aujourd'hui qui est alloué au fonctionnement de la démocratie représentative, le rebasculer sur la démocratie d'initiative citoyenne locale. Et voilà. J'avais participé à la conférence de consensus. Il y avait la présidente du Secours catholique pour montrer qu'il y avait une très grande diversité. Et on a produit ce document. Au bout de 48 heures, on était enfermés selon la méthode décrite par Patrick Vivray tout à l'heure. Donc on a d'autres candidats aussi qui ont répondu. Il y a Nathalie Arthaud, Jean Lassalle, et voilà. Et on a eu un échange sur le format. Normalement, Emmanuel Macron, Corinne Lepage doit faire le lien pour qu'on ait une réponse. En fait, le format qu'on a demandé, c'est oui, non ou ne se prononce pas. Et Macron, vous n'avez pas les réponses pour l'instant? Pas encore. Mais Corinne Lepage est venue pour le représenter. Du coup, on a vu sur quel point il acceptait ou pas. Et elle doit refaire un aller-retour pour que formellement on puisse publier sur le site oui, non ou ne se prononce pas, et en sachant que les candidats peuvent rajouter un paragraphe de précision, parce qu'il y a aussi souvent le fait qu'ils disent non, mais on propose c'est parce qu'on est plus sur ce format-là. Voilà. Il y a une question sur les questions de corruption et d'éthique en politique dans les 25 mesures. Oui, c'est dans les dernières, il me semble. Justice pénale, c'est ça? Non, il y en a une qui s'appelle corruption. Lutte contre la corruption. Voilà, lutte contre la corruption 23. Je dis ça, c'est pour ça que vous n'avez pas sollicité François Fillon et Marine Le Pen? En fait, ils ne sont pas prononcés. Voilà. Ils n'ont pas répondu? Ils n'ont pas répondu, malgré on les a relancés. Enfin, c'est surtout Thierry Salomon et Martin Ressec qui ont beaucoup envoyé de mails, etc. François Fillon, pas de réponse, pas la moindre réponse. Et Emmanuel Macron n'avait pas non plus la moindre réponse, mais on a eu quand même des réponses par Corinne Lepage, avec qui on était déjà en lien du fait qu'elle ait collaboré à l'écriture du livre, en fait. Et comme elle est porte-parole, ça a facilité, on va dire, les échanges. Mais lui-même ne veut pas se prononcer, c'est ce qu'elle nous a dit lors du débat, sur des questions posées directement par des citoyens. Alors, j'ai une question provocatrice à tous les trois. Du coup, je me dis, bon, vous avez fait ça, bon, tout ça pour ça. Au fond, vous dites, voilà, il faut qu'on mobilise nous-mêmes, qu'on fait vivre la société, on a notre agenda, puis quand même, on frappe à la porte. On leur dit, et là, oh, vous nous écoutez? Et puis finalement, bon, ils envoient des représentants et tout. Commentaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les jours heureux perdurent maintenant dans la durée, permettent de faire du lien entre les associations de toute la société civique, en fait, et là, pour l'instant, on s'adresse à des candidats parce qu'il y a quand même ce système de la République dans laquelle nous sommes, de la Ve République, qui est un système très hiérarchique, en fait, avec le présidentialisme, et donc qui est orienté sur le calendrier électoral. L'idée, c'est pour l'instant, on a cette échéance électorale qui fait que ça permet de poser des questions à des personnalités qui sont censées nous représenter, et ça permet aussi de se rendre compte, et je trouve que c'est très significatif que certaines personnes, certains candidats n'acceptent pas de nous répondre. Ça va être de nous rendre compte qu'il y a une sorte de fossé entre la société civique, qui pourtant essaye de proposer des choses, et des candidats qui sont censés quand même nous représenter, mais ne prennent pas la peine de répondre par moment, peut-être parce qu'ils pensent qu'on n'est pas en mesure, en capacité de proposer quelque chose d'intéressant, ou je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais on peut toujours interpréter ces silences-là. Et à mon avis, ça permet aussi de faire cette initiative-là, ça permet de faire en sorte que des personnes qui ne se posent pas cette question se rendent compte, s'ils consultent notre site internet, qu'on peut en proposer une interaction avec ces candidats et prendre les choses en main, en fait. Et finalement, c'est sur le long terme ce qui se joue là. L'idéal, on peut dire qu'on est en situation d'urgence d'une certaine façon, mais les choses vont lentement. C'est de l'ordre d'une prise de conscience, d'une montée en réflexivité générale. Et en fait, c'est ça qu'on essaie de créer, c'est cette petite étincelle qui fait que les gens, petit à petit, grâce à du lien entre des associations partout en France, se communiquent le message et
plus tard, peut-être que justement, peut-être qu'on se donne les moyens d'être en mesure d'assumer une 6e République dans laquelle il n'y ait plus de présidentialisme. Et cela n'est possible que parce qu'aujourd'hui, il y a cette mobilisation citoyenne. Alors Solène, vous disiez que ça va continuer dans la perspective des législatives. Oui, c'est ça. Et donc il y aura un système aussi pour interpeller ces candidats aux législatives dans sa circonscription via le site internet. On n'a pas encore l'outil exact, mais ça sera a priori comme ça que ça se fera, en allant sur le site des Jours Heureux et en pouvant interpeller peut-être via Twitter ces candidats. Et on va certainement republier un livre avec les 25 mesures, mais plus, peut-être pas pour tout de suite en fait, plus pour la rentrée à l'automne. Et effectivement, cette interpellation des candidats, c'est un premier pas, mais ces 25 mesures, pour le collectif qui s'est retrouvé, l'ensemble des organisations, c'est oui, une première base commune de travail et peut-être un premier jet de qu'est-ce que pourrait être des jours heureux pour nous. Et on va en fait, face aux résultats de la présidentielle et des législatives, on aura différents scénarios, mais on sait qu'on va avoir besoin que la société civile se mobilise auprès des associations ou en soi auprès des collectifs, qu'il y ait de nouveau... Il y a Nuit debout qui va refaire, donc je fais le lien avec la première des mesures qui est très importante à mon sens sur la constituante, le faire dès maintenant sans attendre le politique, montrer qu'on est capable de faire comprendre ce que c'est aussi, réécrire les règles du jeu démocratique. Ça veut dire quoi, le faire dès maintenant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des assemblées constituantes sur les places publiques, localement, avec quelque chose de très organique. Un printemps de la Nuit debout des constituantes. C'est exactement ce qui se lance en ce moment. Cahier de doléances de la Constitution dès maintenant. C'est ça. C'est en route? Il y a des collectifs qui vont le faire? En fait, la première assemblée Place de la République est samedi 8 avril. Samedi 8 avril, à quelle heure, Place de la République? À 14h. À 14h, Nuit debout redémarre sur la question de la Constitution. Nuit debout, voilà, a déjà redémarré. Et il y a un atelier Nuit debout qui part sur la question de la Constituante. Il y a également Jour debout, les deux premiers tours et deuxième tour des élections présidentielles. On invite à se retrouver sur les places publiques et à s'emparer de cette question de la constituante également. Donc tout ça est en lien en fait. Donc c'est pas que du virtuel, c'est du réel. On se retrouve dans la rue, on discute. Exactement, et on fait des ateliers pour réécrire notre constitution autour de la... Enfin, voilà. Et donc voilà, il va y avoir besoin aussi, quels que soient les résultats de ces élections, de se mobiliser pour continuer ces mouvements-là et pour continuer à écrire l'histoire, le projet de société qu'on veut voir advenir pour notre pays. Et voilà. Juste une question qui est quand même... tout ça est dit paisiblement, etc. Mais il y a la question du temps. Parce que si on lit, je suis ce que écrit Patrick Vivray, Edgar Morin. Alors Edgar Morin nous rassure toujours en citant Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Mais enfin, ce dont on parle, c'est une crise de civilisation immense. Ça passe un petit peu dans les débats un peu de la présidentielle. Nous sommes les générations qui sont passées de 2,5 milliards à 7,5 milliards. La question d'une terre qui est ce peuple de la terre, jamais n'a grandi comme ça, du vivant des mêmes personnes. Et en plus, si il continue à être carnivore, tout ça fait aussi des animaux, ça fait aussi... bon, en clair, le tout vivant du monde, au-delà des destructions même environnementales, est menacé. Je dis ça parce que ça m'a frappé quand même. Dans l'introduction, faisant écho... Les jours heureux, c'est la guerre, c'est le nazisme, c'est le totalitarisme, c'est les morts, c'est la torture, c'est la déportation, c'est le crime contre l'humanité. Et vous osez néanmoins écrire, quand même, Fanny, ou plutôt si nous sommes en guerre. Une guerre qui a commencé avec la mondialisation néolibérale et se poursuit aujourd'hui avec la financiarisation de l'économie. En guerre sans trop le savoir, en guerre sans trop l'être, nous sommes en crise, etc., etc. Donc si nous sommes en guerre, il y a le feu au lac, non ? Oui, c'est ce que tout à l'heure je disais. Il y a l'urgence, mais de toute façon, les choses ne se font pas en un clin d'œil, un peu malheureusement, mais le lien, ça se fait lentement, en fait. Donc, il y a urgence, mais on fait avec les moyens, c'est-à-dire on essaye de
prendre le temps. Il faut avoir la patience de son indignation. La patience, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a l'échéance électorale qui fait que là, il faut aller vite. Et il faut continuer d'être mobilisé après, en fait, cette période électorale, pour continuer de faire ce lien et mûrir petit à petit notre projet collectif de société. Mais on peut aussi ajouter que nous sommes dans une bataille mondiale. Mais l'un des enjeux de cette bataille mondiale, d'une certaine façon, c'est d'éviter des processus de guerre. C'est-à-dire à partir du moment où on comprend qu'il y a bien un problème de barbarie, mais ce n'est pas un problème de barbarie extérieure. L'humanité n'est pas menacée par des barbares extraterrestres. Elle est menacée par sa propre barbarie intérieure. Ça veut dire à ce moment-là que c'est tout le changement de posture du rapport aux politiques qui se trouve modifié. Classiquement, le politique s'est construit dans des cités, des États, des empires, etc., en civilisant et en pacifiant des espaces, mais parce qu'il y avait sur les frontières des barbares, des étrangers, des infidèles, si c'était des communautés de croyances. Là, la question, c'est comment le politique prend en charge la grande question du vivre ensemble du peuple de la Terre en traitant la question de sa barbarie intérieure. Là, c'est le retour du lien avec les traditions de sagesse. Parce que ce sont les traditions de sagesse qui nous disent qu'il y a bien un problème de barbarie, mais que c'est un problème de barbarie intérieure. Ça, c'est une aventure qui est tout à fait passionnante parce qu'effectivement, on peut dire l'humanité peut se perdre. Elle a même l'embarras du choix sur les moyens de se perdre. Elle peut détruire ses écosystèmes, elle peut se détruire elle-même par arme de destruction massive, etc. Mais c'est là que la perspective qu'évoque Edgar Morin dans l'Appel, c'est la fin de l'Appel. Il termine à l'échelle de la planète. Voilà, c'est que l'humanité peut aussi réussir un saut qualitatif dans la voie de sa propre humanisation, précisément parce qu'elle devient le sujet de sa propre histoire. L'humanité n'est plus un simple contenant où les différents acteurs sont les États, les rois, les présidents, etc. Elle devient sujet historique. Alors, elle est devenue sujet historique d'abord sous forme négative, avec évidemment Hiroshima, Nagasaki, etc., et la possibilité de s'autodétruire. Là, le grand enjeu, c'est comment elle devient sujet positif de sa propre histoire. Ça bouleverse la nature même du politique. C'est bien exprimé dans le changement de posture des pilotes de chasse quand ils deviennent astronautes. Le pilote de chasse, c'est la figure par excellence. On le voit avec celui qui est actuellement... avec Thomas Pesquet. Voilà. Hein, bon. Donc qui n'arrête pas de photographier la Terre et de se dire combien c'est fragile et qu'est-ce que je faisais quand j'étais militaire. Hein. Voilà. Et quand des pilotes de chasse deviennent astronautes, et quand on regarde leurs témoignages, quels sont les mots-clés qui apparaissent? Émerveillement devant la beauté et sentiment de la fragilité. On peut toujours chercher, depuis l'art de la guerre jusqu'à Raymond Aron, en passant par Clausewitz et Machiavel, cherchons beauté, fragilité dans l'index, on aura du mal. Or, comme le dit très bien Joschka Fischer, l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, la nouvelle réelle politique, c'est celle qui pose la question politique du vivre ensemble de l'humanité. En termes de beauté, de bonté. Exactement. Et de sortir du déni de la fragilité. Le refus du déni de la fragilité est un élément clé, ce qui est aussi évidemment un basculement par rapport à toutes les postures machistes et patriarcales qui sont complètement construites sur ce déni de la fragilité. Mais ce que vous venez de dire, c'est en décalage total au spectacle médiatique que nous avons, moi, compris dans l'interpellation des journalistes. Moi, président, je déciderai, ma main ne tremblera pas, voilà, la barbarie, les ceci, les menaces, avec moi, ayez confiance. Oui, mais c'est un changement de culture. Mais tout à fait. Mais c'est pour ça que je parlais de l'équivalent d'une transition énergétique. Mais à certains égards, elle a paradoxalement commencé dans les interstices. Si on regarde par exemple comment Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui tous les deux avaient vécu une rupture totale de communication avec la population, à quel moment ont-ils retrouvé un bout de dignité? C'est au moment où, ayant perdu, ils ont été obligés de fendre l'armure et de révéler leur part d'humanité. Simplement,
Ils l'ont fait, en quelque sorte, dans une parenthèse finale, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire autrement. Si on sort de ce déni de la fragilité, on évoquait tout à l'heure François Mitterrand, le François Mitterrand amoureux et le François Mitterrand qui croit aux forces de l'esprit, qu'on retrouve dans le livre de Marie de Henzel, ça ouvre une autre vision du politique. Moi qui ai beaucoup travaillé avec Michel Rocard, j'étais en train d'écrire un bouquin dans les dernières semaines de sa vie, j'étais frappé de voir à quel point, quand il écrit « Suicide de l'humanité, suicide de l'Occident », c'est cette même question du rapport à la fragilité et à la beauté qui est au cœur de sa perspective. Patrick Vivray, ce qu'on peut regretter, c'est que ça n'apparaît qu'après ça, que sur la fin. Quand tout d'un coup, ils sont un peu rattrapés par leur propre fragilité humaine. C'est pour ça que c'est passionnant de travailler avec des jeunes générations, c'est de dire on ne va pas le mettre à la fin, on va commencer par là. La nouvelle politique, c'est ça. Bon. Une dernière question, et vous pouvez ajouter autre chose. Vous, à part Mediapart, là, est-ce que cet agenda citoyen fait que vous êtes invité dans les médias pour en parler ? D'autres médias? J'ai été invitée avec Marion Buchette, qui est plus là des Jours Heureux, qui est plus dans Ma Voix maintenant, ainsi qu'avec Valérie Cabanès et Frédéric Lemanac sur RFI. C'est pas du vent. C'est pas du vent. C'est pas du vent. Ça, c'est pour ma part. Radio France Internationale pour Le Monde. On a eu des gazettes. Aussi, un petit peu, quand même. Puis des gazettes qui nous ont, Gazette Debout qui nous a suivis. Reporters aussi. Bon, bien sûr. Les médias, quand même, critiques, alternatifs, nouveaux. Voilà. Peut-être. Oui, c'est ça. Bon. Donc, il faut percer le mur. Dans Le Monde, il y a eu un article. Et le Canard enchaîné, il y a eu un article sur le livre. Bon. Et nous vivrons des jours heureux. Donc, oui, enfin, on a des contacts avec les médias. De toute façon, par capillarité, ça avance. Vous avez remarqué que. Les Jours Heureux, on a entendu ça à la fin du débat. Oui, bien sûr. Tout d'un coup, l'expression est revenue. Je vous propose des Jours Heureux en programme électoral. Donc, il faut dire, attention, c'est plus compliqué. Je dis juste, puisqu'on parlait des médias et que j'en ai parlé, puisque aujourd'hui nous lançons un appel avec le collectif Informer n'est pas un délit sur ces questions des médias, que la proposition numéro 20 est sur les médias. La transparence, l'indépendance et la liberté d'informer des journalistes sera assurée. Leur protection et celle de leurs sources et des lanceurs d'alerte sera garantie. Et c'est le troisième point qui est le plus difficile et le plus essentiel encore. Et le développement de médias citoyens sera encouragé par une fiscalité spécifique. Ça, c'est ce que vous allez continuer à apporter sur les médias. Merci à tous les trois.